je vous laisse vous installer, finir de vous installer, et puis on va démarrer notre journée de sorte à ne pas prendre de retard sur l'organisation pour que tous les moments prévus d'échanges et de travaux en atelier et en table ronde puissent se faire pas dans la précipitation. Hein. Michael, on peut y aller ? Donc allons-y. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette nouvelle journée nationale des PAEJ. C'est pour nous un moment important, un moment annuel de rencontres et de partage qui renoue avec le principe qui a présidé au fondement de notre association, à savoir ce souci de témoigner de notre travail, élaborer l'expérience qui s'en recueille pour éclairer et orienter notre pratique quotidienne de sorte à pouvoir la transmettre. Le fruit de notre travail de la dernière journée nationale, l'année dernière, a permis très concrètement de réaliser le guide pratique qui a été diffusé à l'ensemble de PAEJ et cette production issue des travaux de la dernière journée nationale, chacun a pu en prendre la mesure et sans nul doute pouvoir se servir des éléments qui ont été recueillis et qui donc ont été transmis et diffusés à chacun de vous, vous qui avez en grande majorité de l'expérience sur les pratiques des PAEJ, mais également un outil qui aide à l'accueil des nouveaux salariés pour les introduire, faciliter leur introduction dans ce que sont les spécificités des pratiques des PAEJ. Aussi, pour rester dans le fil de ces travaux, une large part de la journée sera consacrée aux travaux en atelier sur les thèmes que vous avez choisis à la suite de l'année dernière. Il y a une partie des thèmes que vous avez souhaité maintenir pour y retravailler, et puis de nouveau. Et cette année, on a innové puisqu'on vous a proposé 3 types d'ateliers. À côté de l'atelier partage d'expériences telles qu'ils ont pu se pratiquer l'année dernière, nous avons mis en place un atelier d'innovation participative, deuxième modalité, et troisième modalité, un atelier collaboratif. Alors, Michael, notre coordinateur national, vous prendra le soin de vous préciser un peu la teneur de ces ateliers, mais vous en avez déjà une description dans le programme. Donc cette journée nationale est aussi l'occasion de faire un point d'étape sur le processus d'agrément et de labellisation en cours, avec les institutions qui nous accompagnent, au premier rang desquelles la CNAF, la DGCS, la DIPLP, qui s'exprimeront lors de la première table ronde qui suivra ce moment d'ouverture. Nous regrettons cette année encore que la DGS et la représentation des ARS n'aient pas donné suite à notre invitation.
C'est regrettable car les PAEJ sont des acteurs insérés dans les dynamiques des territoires. Plus de 1100 points de contact en proximité des jeunes, des professionnels et des acteurs locaux sur des enjeux de prévention et de santé au sens de l'OMS. Ainsi, les PAEJ constituent un levier significatif pour réduire les inégalités sociales, les inégalités de santé et les inégalités entre les territoires, notamment par ces pratiques de l'aller vert que nous développons dans les PAEJ. Réduire ces inégalités constitue un axe prioritaire des plans régionaux de santé et c'est la raison pour laquelle nous regrettons que les ARS et la DGCS ne puissent pas venir aujourd'hui encore participer à nos travaux. Soit. Après 3 années d'acculturation réciproque entre la CNAF et la NPAEJ, pour appréhender techniquement la spécificité des pratiques PAEJ, d'une part, et d'autre part, ajuster des principes de financement communs à la grande diversité des structurations locales, le temps est venu, pour les CAF, cette fois-ci, d'entrer, si je puis dire, dans le dur de l'abord de la réalité des constructions et des équilibres locaux, puisque les CAF sont en charge non seulement de piloter le dispositif, mais également de l'inscrire dans le champ institutionnel et financier parmi d'autres acteurs, et notamment dans les cadres du SDSF, comme le prévoit le nouveau référentiel. Ainsi, la bonne collaboration entre CAF, entre la CAF et le PAEJ constitue la base, la force de cette inscription dans les territoires. Et on ne sera pas trop d'être deux pour réussir à ce que cette inscription soit lisible et solide. Comme l'an dernier, on se réjouit de la présence et de la participation de nombreuses CAF aux travaux de cette journée, plus d'une quarantaine encore cette année, qui effectivement constitue un moment important pour que PAEJ et CAF, dans les rencontres, dans l'écoute de l'expérience des uns et des autres, puissent s'enrichir et s'instruire de ce qui se passe sur les autres territoires. Engagé au 2e trimestre 2024, il faudra certainement bien l'année 2025 pour que le processus d'agrément aboutisse au calage des projets PAEJ. Le plan technique ne posera pas de difficultés majeures, car le cœur et les principes des missions sont très ancrés dans les pratiques PAEJ. Par contre, il sera plus délicat de consolider et de stabiliser le modèle financier, dépendant, mais vous le savez, à 50% des cofinanceurs. C'est à peu près 20% de financements qui nous viennent de la région et 30% qui viennent du département. La place, l'autorité, le savoir-faire des CAF seront mis à contribution pour se faire entendre dans le concert des partenaires locaux, départementaux et régionaux. C'est à ce point que le concours et l'appui des services déconcentrés de l'État
et des collectivités territoriales sera également indispensable. Je remercie les représentants de l'État qui ont accepté de participer à la table ronde pour vous préciser, vous les participants de cette journée, les contours de leur action nationale et leur déclinaison locale. Après les 2 séquences d'ateliers qui suivront cette première table ronde, donc une première séance d'atelier en fin de matinée et une autre en début d'après-midi, la deuxième table ronde sera d'une toute autre nature. Elle formalisera également un point d'étape sur la dynamique associative de la NPAEJ. En effet, il vous sera restitué la teneur du séminaire qui s'est tenu hier entre nos délégués régionaux, nos délégués départementaux et le conseil d'administration sur 2 axes. Le premier axe concerne les dynamiques régionales et le deuxième axe concerne le lancement d'une nouvelle phase du projet associatif, en mode, si je puis dire, collaboratif. Collaboratif, pas comme un effet de discours, mais comme une pratique de partage pour prolonger nos échanges et nos travaux de la journée nationale. Aussi, comme notre dernière Assemblée générale l'a adopté, l'association va se doter d'un outil, une plateforme collaborative du nom de Talk Spirit, plateforme commune à tous pour servir de support à nos échanges et contributions respectives. Sa mise en œuvre est d'ores et déjà lancée et son expérimentation en cours jusqu'à la fin de l'année, avant d'ouvrir cette plateforme début janvier à l'ensemble de notre réseau. Voilà, notre journée est lancée et je souhaite à chacun des échanges ouverts et fructueux. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Merci encore une fois pour votre présence. On est heureux de vous voir aussi nombreux pour cette deuxième année consécutive où on organise la journée nationale ici, au sein du ministère des Solidarités. Moi, je suis Mickaël Pourtier, le coordinateur de l'Association nationale des PAEJ. Et donc, en complément des mots de Marc tout de suite, je voulais simplement donner quelques petits éléments rapides sur l'organisation de la journée. Donc, Marc a parlé des temps en plénière que l'on va avoir. Un temps de plénière ce matin avec la CAF, la DIPLP et la DGCS. Et ensuite, on aura donc 2 temps d'atelier, vous l'avez vu sur le programme, un en matinée et un l'après-midi. On n'oublie pas aussi les jeunes et leur entourage, donc les personnes qu'on reçoit au sein des PAEJ. L'an passé, on vous avait présenté les retours d'un arbre à parole. On avait questionné justement ces jeunes sur ce que c'était pour eux qu'un PAEJ. On vous en avait fait la restitution. Cette année, donc, on ne va pas vous présenter aujourd'hui parce qu'on a décidé de laisser ouverte encore un petit peu la consultation. Donc, je vous la rappelle ici à l'écran. La question qu'on a posée cette année, c'est quelles sont vos préoccupations actuelles et ou à venir. Donc, on a volontairement fait une question ouverte pour laisser la capacité à chacun des jeunes d'exprimer ce qu'ils souhaitent exprimer. Donc, c'est toujours en cours. On a un système de QR code que vous voyez là, qu'on vous avait communiqué à l'ensemble des PAEJ. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir et à continuer de le diffuser. Et ça s'adresse à la fois aux jeunes reçus en PAEJ, mais pas que. Donc, pour les structures qui portent plusieurs dispositifs, vous pouvez aussi le diffuser un petit peu plus largement. Et donc, on vous rendra compte, bien sûr, des résultats prochainement.
Et on a d'ores et déjà, on essaie d'anticiper pour l'année prochaine. Donc vous avez peut-être vu que dans le hall, on a notre arbre à parole où on vous questionne, vous, les professionnels, sur justement quelles questions il vous semblerait intéressant de poser l'année prochaine. Donc tout au long de la journée, allez-y, sortez vos stylos et remplissez les post-it. Comme ça, on pourra alimenter les réflexions pour l'année prochaine. Je rappelle que ces consultations, elles sont anonymes, donc ensuite les jeunes répondent de manière anonyme. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas relié non plus à tel ou tel PAEJ, donc ils sont vraiment libres de s'exprimer comme ils le souhaitent. Voilà, je vous ai parlé des ateliers. Je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc pour les ateliers, on va changer un petit peu les modalités par rapport à l'année dernière. Le ministère nous a demandé de constituer les groupes ici au sein de l'amphi pour éviter de refaire un peu le marché aux poissons qu'on avait fait l'année dernière devant. Donc on va faire ça ici. On aura des pauses juste avant les ateliers et après la pause, il faudra re-rentrer et on vous expliquera comment on constituera les groupes. Et pour l'après-midi, certains d'entre vous peut-être devront partir avant la fin de l'atelier de l'après-midi. Donc vous avez les détails horaires du programme ici. Si vous devez partir avant 16h15, il faudra vous signaler auprès de Christine qui a l'écharpe fluo là, que vous connaissez normalement, dans le hall pour qu'on organise justement votre départ du ministère. Voilà pour les éléments techniques. Et donc, maintenant, je vais inviter les trois intervenantes de la table ronde à nous rejoindre. Donc, Gaëlle Choquer-Marchand, directrice des politiques familiales et sociales à la CNAF. Pauline Domingo, sous-directrice enfance et famille à la DGCS. Et Anne Rubinstein, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Merci, merci pour votre présence, mesdames. Je vais mettre un deuxième micro peut-être là-bas. Donc on a voulu cette table ronde à la suite de ce que Marc a introduit tout à l'heure en ouverture. On a donc validé en fait le référentiel qui a été publié en avril de cette année. Donc on a ce cadre-là. Et les CAF sont désormais en charge de mettre en place les modalités de prestation de services et puis l'agrément des structures porteuses. Et donc, on a pu le dire, le rattachement à la branche famille de la CNAF, c'est quelque chose qui est structurant pour nos PAEJ puisque ça va les inscrire comme un acteur clé en matière de cohésion sociale, en tout cas appuyer cette dimension-là qui était déjà existante. Et aussi un acteur de la prévention à l'attention de tous les jeunes, de leur entourage et plus spécifiquement ceux en situation de vulnérabilité. Donc, une fois qu'on a mis en place ce système de prestation de services et d'agrément, la question qu'on se posait pour cette table ronde, c'est « et après ?» Donc, on va tenter d'y répondre ensemble, ou en tout cas d'en échanger. Et puis, il y aura un temps d'échange à la fin avec vous dans la salle si vous souhaitez réagir. Donc on a, en préparant ce temps d'échange, on a prévu 3 questions que je vais vous poser à chacune alternativement, en commençant par vous, Madame Choquer-Marchand, pour la CNAF. La première question, c'était de savoir ce que vous attendez précisément du réseau des PAEJ dans les territoires. Bonjour à tous. Oh là, je parle un peu fort, pardon. Merci de votre invitation. Alors pour moi, c'est ma première réunion de l'association, mais du côté de la CNAF, y compris avec Pauline qui était avec nous il y a quelques temps. C'est un rendez-vous maintenant régulier. Et vous le soulignez, Monsieur Leray, je pense que voilà, la présence des CAF aussi à cet événement souligne que même si finalement voilà, nos relations institutionnelles sont assez récentes, 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, les contacts se sont vite noués et l'intérêt du travail ensemble également. Donc j'en profite pour saluer tous les collègues que j'ai pu croiser dans la salle. Alors
Alors, effectivement, hein, c'est en 2021 que l'État a souhaité que la branche famille s'investisse aux côtés des PAEJ. Et ça s'inscrit finalement dans le cadre de ce que les CAF portent en direction des familles, au travers de notre action sociale qui est familiale et préventive, à savoir faire en sorte, notre objectif, c'est de faire en sorte que les relations familiales s'épanouissent le mieux possible et que quand il y a des moments de fragilité, quand il y a des risques de rupture, eh bien, les familles, les enfants, les jeunes trouvent des solutions au niveau de chacun de leur territoire. Et on essaye de travailler ça avec plusieurs leviers. On peut le faire directement, par exemple par la mobilisation de nos travailleurs sociaux, mais on le fait également par le soutien qu'on peut apporter en termes de fonctionnement à différents acteurs du territoire, avec toujours, et vous le rappeliez, hein, Monsieur Leray, ce principe d'un cofinancement qui pour nous est vraiment un élément majeur, puisque d'une part, il permet quand même d'assurer aussi aux équipements une forme de sécurité pour ne pas dépendre à 100% ou très majoritairement d'un seul financeur au cas où des évolutions politiques ou institutionnelles interviendraient. Et puis d'autre part, et c'est également pour les CAF un point extrêmement important, pour que les services qui sont soutenus le soient par différents acteurs territoriaux qui permettent que l'activité s'inscrive vraiment dans un contexte territorial et que cela puisse aider à nouer tous les relais qui sont nécessaires pour apporter finalement une couverture globale aux besoins des jeunes et des familles. Et donc de ce fait-là, quand l'État s'est approché de la branche famille pour évoquer l'accompagnement et le soutien au PAEJ, c'est vrai que assez naturellement, ça nous est apparu comme le moyen de compléter l'offre que l'on pouvait apporter aux jeunes. Et donc dans ce cadre-là, les PAEJ viennent compléter un certain nombre d'autres dispositifs que les CAF portaient depuis longtemps. Et donc dans ce cadre-là, les attentes que l'on a vis-à-vis des PAEJ, et c'est repris d'ailleurs dans notre convention d'objectifs et de gestion au travers de la fiche qui est dédiée aux adolescents et aux jeunes adultes, bien évidemment, c'est d'une part de faire votre activité, d'accueillir, d'écouter les jeunes, leurs familles. Ça, pour nous, c'est évidemment l'élément central. Mais dans ce cadre-là, dans le cadre de notre COJ, on a identifié aussi des étapes qui nous paraissent des étapes importantes à mener avec vous et qui, je crois, participe complètement du projet associatif que la NPAEJ porte, à savoir un enjeu pour nous de mailler le territoire. On a aujourd'hui encore 18 départements dans lesquels il n'y a pas de PAEJ. Donc pour nous, ça, c'est un enjeu important qu'il y ait des PAEJ sur tous les territoires. Alors avec une première étape qui peut paraître un peu modeste, mais qui nous paraît indispensable, c'est qu'on ait systématiquement au moins un PAEJ dans chaque département. Donc dans les 18 départements où ça n'est pas encore le cas, ça fait partie de la commande prioritaire que la Caisse nationale passe au CAF. La deuxième dimension, ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le cofinancement, c'est-à-dire une attente vis-à-vis de vous pour que vous vous inscriviez complètement dans ce partenariat local. Alors, vous ne nous avez pas attendu pour le faire, on en a bien conscience, mais pour nous, c'est vraiment important que vous soyez connus localement pour pouvoir avoir du public qui vous soit orienté, pour que votre offre elle soit réellement complémentaire de ce que d'autres acteurs font, notamment lorsqu'ils sont soutenus financièrement par les CAF, et puis que vous-même, vous soyez en situation aussi de pouvoir, lorsque c'est nécessaire, orienter les jeunes vers d'autres types d'intervenants quand ça dépasse votre capacité et vos compétences en termes d'action. Donc de ce fait-là, c'est vrai que ça pour nous, c'est vraiment une dimension qui est tout à fait centrale et sur lequel, vous le rappeliez, Monsieur Leray, les CAF ont apporté leur concours. On est également très intéressé par votre démarche d'aller vers. La question du non-recours, c'est une question qui est vraiment une question importante pour les CAF. Et donc, certes, tous ceux qui ont l'occasion de passer la porte d'un PAEJ, eh bien, en tirent tout le bénéfice utile. Mais il y a aussi tous ceux qui peut-être ne le connaissent pas encore. Et vraiment, cette action que vous menez pour aller au contact, elle nous paraît tout à fait essentielle. Et on la retrouve bien dans le référentiel, puisque certes, il y a les 4 objectifs en termes d'activité, mais il y a aussi tout l'intérêt qu'on portera à l'approche que vous avez en termes de politique d'accessibilité, en termes de promotion de votre action. Et donc, vous le disiez, mais peut-être on en reparlera dans les prochaines questions, il y a aussi en quoi, derrière
derrière, les CAF peuvent aussi vous appuyer dans cette démarche. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une étape importante que le référentiel, parce que ça permet de poser tous ces objectifs avec vous, mais également avec les autres interlocuteurs et potentiellement les autres financeurs. Merci. Je vais poser la même question à Pauline Domingo. Quelles sont vos attentes à la DGCS autour du réseau des PAEJ dans les territoires ? Oui. Merci, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Voilà, comment dire, comme la branche famille, voilà, on a confié à la branche famille le pilotage de ce réseau, et donc je ne voudrais pas laisser penser qu'on est dans une forme de désintérêt, voire pire, de désengagement à l'égard de ce réseau. Les PAEJ, par leur activité, et tu as commencé à le décrire, Gaëlle, font très fortement écho aux préoccupations et à l'ADN de la Direction générale de la cohésion sociale. La DGCS, c'est voilà, accompagner les vulnérabilités aux différents âges de la vie. Et donc là, on est sur la préoccupation de l'adolescence, et j'y reviendrai. Et pour traiter ces vulnérabilités, je crois que notre ADN, c'est aussi celle de la prévention, et donc d'être toujours dans des réponses pour prévenir les ruptures de parcours, favoriser l'accès aux droits, avant d'être plutôt dans la réparation et dans le curatif. Donc de ce point de vue, les PAEJ et nos préoccupations au sein du ministère des Solidarités, et tout particulièrement au sein de la DGCS, rencontrent de fortes adhérences. Parce que l'adolescence, vous le savez, c'est une politique sur laquelle on a du mal à construire une stratégie cohérente et interministérielle, alors que l'on sait que ça constitue une zone de risque, une zone charnière. C'est une zone dans laquelle il y a des risques de désocialisation, des risques de perte de chances sanitaires. Vous le savez, c'est une période où le jeune lui-même et sa famille sont confrontés à ces risques, les addictions, harcèlement scolaire, violence en ligne, conflictualité parents-enfants, fugue, mal-être. Enfin, voilà, on a cet objet entre les mains. Il y a eu au moment des émeutes de 2023, le sujet est ressurgi, et finalement, on n'a pas complètement atterri sur cette stratégie. Et de ce point de vue, nous, la DGCS, on est très attentif à la vitalité du réseau des PAEJ, puisqu'on est convaincu que pour répondre à ces problématiques multifactorielles, on doit apporter des réponses à la fois sanitaires, sociales, des réponses de ultra proximité. Et de ce point de vue, le réseau des PAEJ, effectivement, pas encore une couverture sur tout le territoire, mais moi je suis très impressionnée par les plus de 1000 points de contact sur le territoire qui en font un réseau avec un mariage territorial tout à fait spécifique sur lequel nous on sera attentifs à maintenir cette vitalité. Et donc je crois que notre attente centrale sera vraiment celle de la capacité de votre réseau à maintenir la vitalité de ces partenariats en hyper proximité. On vous oriente des publics, vous orientez vers d'autres sphères d'accès aux droits. Et donc, voilà, au sein de la DGCS, on a évidemment un rôle de faire vivre ces politiques en interministériel. Et donc, on souhaite que, voilà, en tout cas, les PAEJ doivent faire vivre finalement au local cette interministérialité en poursuivant les partenariats dans le champ de l'éducation et de la jeunesse, évidemment, avec l'éducation nationale, les missions de lutte contre le décrochage scolaire, dans le champ de l'accompagnement social. Dans ma sous-direction, on traite des sujets de protection de l'enfance. On est très en lien avec la protection juridique des jeunes, la BJJ, la prévention spécialisée, voilà, donc tout ce partenariat que vous nouez dans le champ de l'accompagnement social, dans celui de l'insertion professionnelle, avec les missions locales, avec France Travail, avec les écoles de la seconde chance, dans le champ de la santé mentale, évidemment, et je pense qu'on prendra un temps pour rééchanger sur l'articulation avec les maisons des adolescents, puisque c'est une préoccupation que vous avez au local, mais dont on s'est totalement saisi au niveau national, et évidemment avec tout le champ des acteurs du soutien à la parentalité, de la famille, et je pense à l'école des parents et des éducateurs, au planning familial,
à la médiation familiale que la CNAF pilote aussi, puisque voilà, moi j'ai eu l'occasion de travailler à la CNAF et de promouvoir les médiations parents-ados. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup vous avez beaucoup à gagner à vous inscrire dans les comités départementaux de services aux familles pour faire vivre la vitalité de ce partenariat qui font vraiment la spécificité de ce réseau. Merci beaucoup. Le lien avec les partenaires, oui, il est clair et net, et effectivement, il est à maintenir et à poursuivre, ça c'est sûr. Madame Rubinstein, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous attendez précisément du réseau des PAEJ dans les territoires ? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors peut-être, avant de vous répondre directement, peut-être situer un petit peu l'action de la délégation interministérielle à la prévention, à la lutte contre la pauvreté, qui est un petit peu à la fois très cohérente avec les interventions qui viennent d'être faites, et en même temps un petit peu décalée dans la mesure où je ne représente pas une administration centrale. En revanche, je représente une volonté du gouvernement de coordonner et de rendre cohérente l'ensemble des politiques qui concourent à prévenir et à lutter contre la pauvreté. Donc, appuyés par les commissaires à la lutte contre la pauvreté qui sont présents dans toutes les régions de l'Hexagone et des Outre-mer, nous sommes en charge de coordonner l'ensemble des acteurs pour que, à la fois, les politiques existantes souhaitées par l'État, enfin portées par l'État et ses opérateurs soient, on va dire, complémentaires, conçues de façon cohérente. Et en même temps, nous avons pour rôle de les concevoir aussi en lien avec les politiques portées par les collectivités locales, avec les associations bien sûr. Et puis, nous sommes en charge aussi de promouvoir les dispositifs qui fonctionnent, de les identifier, de porter tout ce qui relève de l'innovation sociale dans les territoires pour que ce qui fonctionne, ce qui a des résultats, ce qui produit des résultats, ce qui peut être mesuré dans l'impact que ça peut avoir sur les parcours et les trajectoires des personnes, soit à la fois identifié et soit porté dans d'autres territoires et d'autres comme exemple ou comme dispositif ayant fait ses preuves. Donc c'est un petit peu ce rôle qu'a la délégation interministérielle. Donc à ce titre-là, évidemment, nous vous soutenons depuis un moment et nous vous soutenons à la fois, et j'en reviens à la réponse à votre question, à la fois pour vous faire connaître, vous l'avez évoqué, je crois, dans votre intervention, Monsieur le Président, ce besoin de se faire connaître. Donc vous avez l'appui des commissaires à la lutte contre la pauvreté qui sont vos interlocuteurs à l'échelle de chaque région et de chaque département pour à la fois, vous promouvoir, mais aussi vous connecter à d'autres réseaux qui, eux aussi, concourent d'une certaine façon à répondre aux besoins, en particulier des jeunes. Ces sujets montrent à quel point la politique du silo, de la concurrence entre acteurs, de frontières entre les dispositifs, non seulement c'est inopérant, mais c'est mortifère. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, ça épuise à la fois les professionnels, ça rend illisible pour nos concitoyens ce que nous portons. Donc nous avons vraiment une impérieuse nécessité à travailler ensemble pour être le plus efficace possible. Quand vous recevez ces jeunes, évidemment, ils n'ont pas besoin que d'une réponse. Ils ont besoin d'une vision à 360 degrés, un besoin auquel la société doit répondre dans tous les domaines. Et c'est pour ça que nous mettons, nous, sur les territoires, un fort investissement à créer ces ponts et ces relations entre chacun des acteurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et il y a des sujets sur lesquels ça n'est pas encore fait. On a encore des sujets
on va dire des trous dans la raquette, hein, en particulier sur tout ce qui est santé mentale. Vous savez que c'est un petit peu c'est pas un angle mort du tout, parce que tout le monde est tout à fait conscient de cet enjeu, mais on ne peut pas dire qu'on soit équipé correctement partout, peut-être même nulle part malheureusement, et que c'est quelque chose auquel nous devons absolument contribuer. Voilà, sinon je reprendrai la parole tout à l'heure. Vous avez d'autres questions, je crois. Ah ben, il y a d'autres questions qui suivent, mais merci déjà pour ce premier tour de scène où on a entendu donc vos attentes. Ce qui ressort dans chacun de vos discours, c'est le besoin de bien s'inscrire sur un territoire en local avec tous les acteurs déjà présents, de maintenir ou de renforcer les liens déjà existants, les partenariats, et de combler les trous dans la raquette, comme vous dites, donc d'aller encore plus loin. Donc cette connexion en fait entre les différents réseaux, chaque acteur que vous représentez, il y contribue. Et justement, la deuxième question, c'était de voir comment est-ce que vous pouvez concourir pour favoriser la lisibilité du dispositif PAEJ. On a parlé parfois qu'il y a un manque de visibilité et de lisibilité, un foisonnement de différents dispositifs. Donc comment est-ce que la CNAF, on va reprendre le même ordre, concourt à la lisibilité de ce dispositif PAEJ? Alors, dans son introduction, Monsieur Leray nous invitait d'être à la manœuvre côté CAF. En vrai, on l'est déjà. Et on va continuer à l'être. C'est vrai, donc, il y a un certain nombre de choses qui sont apportées par les CAF localement. Je pense aussi qu'au niveau national, même si on a franchi, comme vous le disiez, une étape importante, on aura aussi des actions qui peuvent être assez décisives. Donc, du côté des CAF, ce que l'on identifie, c'est que finalement, il y a 3 actions complémentaires qui doivent être menées à l'étape où on en est aujourd'hui. La première, c'est de garantir une offre de qualité au travers des PAEJ. Et de ce point de vue-là, le référentiel de la prestation de service, c'est un élément tout à fait central, parce qu'on a produit ensemble, dans le cadre d'une concertation large, un socle commun qui est opposable, qui va permettre de partager des fondamentaux dans les différents types de projets. Et donc, de ce fait-là, c'est un gage de sérieux, c'est un gage de la compétence des équipes des PAEJ, et c'est une garantie à la fois pour les jeunes et les familles, mais aussi pour les partenaires. Et parmi les partenaires, les financeurs. Le fait qu'on ait choisi, côté branche famille, que les projets des PAEJ soient soumis à nos conseils d'administration pour validation, ce n'est pas un choix neutre, c'est vraiment un choix politique assez fort, parce que c'est un dispositif qui est bien connu localement. On le fait pour les centres sociaux, on les fait pour les foyers de jeunes travailleurs, ce qui veut dire que les autres financeurs, les départements, les collectivités territoriales, les autres organismes de sécurité sociale savent que lorsqu'il y a un agrément qui a été accordé par un conseil d'administration de CAF, c'est du sérieux. Et donc ça, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important à avoir en tête. Deuxième action qui me semble devoir être portée par les CAF, c'est effectivement de garantir que l'offre soit inscrite territorialement. Donc, de ce point de vue-là, les schémas départementaux des services aux familles, ce sont des instances qui sont bien implantées dans les dynamiques partenariales locales, où vous allez retrouver la plupart de vos financeurs. Quand on regarde les statistiques nationales, 75 à 80% de vos financeurs sont membres des SDSF. Donc, ce qui veut dire que là, on a un espace existant dont on peut collectivement s'emparer pour porter les sujets des PAEJ dans un tour de table et dans un échange qui va nous permettre d'avancer. Et puis derrière, il y a tout l'enjeu que rappelait aussi Madame Rubinstein, qui est de vous mettre aussi, si ça n'est pas encore le cas complètement, en lien avec tout le réseau des autres acteurs jeunesse avec lesquels on travaille. Bien évidemment, ceux que les CAF financent, mais au-delà, tous les acteurs territoriaux avec lesquels on travaille. Et puis, troisième dimension, c'est aussi que les CAF, elles vont pouvoir vous garantir désormais d'être une offre pérenne.
Et ça me semble aussi un élément important. On a la chance en CAF, par rapport notamment au programme financé par l'État, d'avoir une capacité à nous engager de manière pluriannuelle. Et donc ça, c'est quand même drôlement important. Grâce à la prestation de service, vous sortez finalement d'un examen annuel qui a toujours quand même sa part d'aléa. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir avoir une forme de prévision de vos financements en fonction de vos développements. Et puis, une capacité qui peut aller jusqu'à 5 ans d'engagement financier du côté de la CAF, si c'est la durée dans laquelle votre projet est agréé. Donc ça, je pense que c'est quand même des éléments qui sont extrêmement importants. Et puis, voilà, dans le contexte des finances publiques que l'on rencontre actuellement, fort heureusement, dans notre convention d'objectifs et de gestion, on a pu obtenir non seulement le maintien des financements que nous avait transféré l'État, mais leur doublement d'ici 2027. Donc là aussi, je pense que voilà, la question se poserait maintenant, on n'aurait sans doute pas les mêmes résultats en termes de négo, et donc tant mieux pour les PAEJ et tant mieux pour les jeunes et les familles. Derrière, on a conscience que tout ça va nécessiter une montée en charge progressive. C'est pour ça que vous avez une période de 2 années pour pouvoir effectivement proposer un projet qui correspond au référentiel. De la même manière pour certains PAEJ qui sont aujourd'hui très fortement financés par les CAF du fait de l'historique des financements d'État, ça va supposer d'aller à la recherche de nouveaux financeurs. Donc l'idée, c'est que vraiment cette période 2024-2025, ce soit le temps de ces échanges-là. Et dans ce cadre, clairement, les CAF ont consigne de vous accompagner dans cette démarche et de faire en sorte de vous aider à ouvrir les portes, à rentrer en contact avec ces acteurs et à aider à les convaincre. Pour autant, je pense que côté Caisse nationale aussi, on peut encore intervenir. Le référentiel de la prestation service, c'était une étape tout à fait importante, mais il y a encore des choses qui peuvent se jouer. Vous le disiez, il y a l'enjeu de faire connaître les PAEJ. Dans ce cadre-là, la Caisse nationale met en œuvre régulièrement des campagnes de communication grand public. Et cette année, on a eu une campagne en direction des jeunes avant l'été. On a parlé des PAEJ. On en a une là qui va s'engager en direction des parents. On va parler des PAEJ. Donc ça aussi, ça participe de cette mise en lumière de ce que vous faites. On a tout le travail que l'on mène ensemble dans le cadre de la convention avec la NPAEJ aussi pour faire en sorte que du côté de l'association, vous souteniez les structures dans l'évolution des projets. Et puis on le disait, on a tous les contacts qu'on a avec les collègues de la sphère État pour voir comment on se coordonne, et notamment à la faveur de la déréflexion qui s'ouvre sur les maisons des adolescents, pouvoir travailler aussi sur la prise en compte et la valorisation du référentiel des PAEJ. Donc voilà, je pense que c'est la combinaison des 2 dimensions, à la fois locale et nationale, qui permettra d'améliorer cette lisibilité. Merci. Pauline Domingo, la même question. Comment est-ce que vous pouvez concourir à la lisibilité du dispositif ? Alors moi, je vais juste développer 2 points sur cette question. Alors je crois que je vais coupler lisibilité et visibilité. Oui. Si c'est possible. C'est possible. Voilà. Je crois que la première action que fait la DGCS pour travailler sur la lisibilité, visibilité, c'est celui du soutien financier à la tête de réseau, à la NPAEJ. Et dans ce soutien financier qui vise à structurer votre accompagnement à la fois sur les départements et en région, moi j'ai une attention toute particulière à PAEJ Stat. Parce que il faut bien se le dire, pour pouvoir porter en interministériel, et vous l'avez compris dans ma réponse à la première question, on a vraiment un enjeu que vous puissiez être des acteurs au carrefour de tout un champ, de différents champs d'intervention. Nous, on a besoin d'avoir des billes pour porter votre action, pour montrer qu'elle est efficace et pour valoriser le nombre de jeunes que vous touchez, le nombre de familles, qu'on puisse être au clair sur l'âge des enfants et des adolescents qui arrivent chez vous, et donc développer une culture de l'évaluation qui ne soit pas simplement une culture du reporting, une culture de l'évaluation quantitative, qualitative. Ça fait peut-être partie des attentes, mais pour nous, c'est un gage d'être en capacité de vous rendre lisible
visible dans tout cet écosystème. Voilà, donc aujourd'hui, il y a à peu près 62% des PAEJ qui utilisent cet outil. Sachez qu'en tout cas, nous, au niveau national, dans la sphère État, c'est des choses qu'on regarde précisément et qu'on réutilise énormément, qui nous sont utiles. Et donc vraiment, j'invite l'ensemble du réseau, et c'est le sens du soutien à la tête de réseau que de développer cette culture de l'évaluation quantitative et qualitative, je le rappelle, sur votre réseau, puisque c'est aussi comme ça qu'on arrivera, ça participe du portage qu'on est capable de faire en interministériel. Le deuxième point sur la manière dont on peut aider et concourir à la lisibilité, à la visibilité de votre réseau, c'est évidemment notre responsabilité dans la sphère État d'assumer dans l'interministérialité, en tout cas, le positionnement des PAEJ à chaque fois que c'est utile et d'en parler en connaissance de cause pour effectivement pas tout mélanger, hein, voilà, être capable de décrire le dispositif précisément. En ce moment, dans les sujets d'actualité sur lesquels nous, on a une vigilance, en tout cas, on garde cette boussole PAEJ, c'est évidemment les travaux que l'on engage sur la stratégie parentalité. La DGCS vient de se doter d'une direction de projet sur la parentalité et donc, voilà, on a envie d'aller au-delà de la stratégie 1000 jours et de penser sur d'autres âges de la vie ce que l'on pourrait faire en matière d'accompagnement à la parentalité. Et de ce point de vue, évidemment, les PAEJ font partie de l'écosystème auquel on doit penser et sur lequel on voudrait vous positionner. Comme je le disais, dans notre sous-direction, on a tous les enjeux autour de la protection de l'enfance, mais surtout le volet prévention. Et là aussi, on pense qu'il y a un intérêt fort à vous rendre lisible dans ces stratégies de prévention. Je pense aussi aux politiques de lutte contre le harcèlement scolaire. Et enfin, on est souvent en interconnexion et en travaux communs avec le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, par exemple. Et donc, là aussi, je pense que le rôle de la DGCS pour vous accompagner, c'est d'assurer cette agilité pour vous positionner dans les bonnes stratégies en valorisant votre bon savoir-faire. Merci. On en revient aussi à la question de l'interministérialité qu'on va réaborder après, qui est cruciale. Mais donc, Madame Rubinstein, la même question. Comment est-ce que vous pouvez concourir à la lisibilité? Alors, la différence qu'on faisait entre lisibilité et visibilité, c'était la lisibilité plus par rapport aux autres dispositifs existants, donc clarifier peut-être bien les missions de chacun. Et visibilité qui va avec, c'est comment est-ce qu'on rend visible le dispositif, à la fois pour les publics, bien sûr, et puis pour les partenaires et financeurs. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, puisque notre raison d'être, c'est effectivement l'interministérialité, évidemment, mieux nous vous connaissons, mieux nous savons, Pauline l'a dit, décrire exactement ce que vous faites, le type de public, y compris, c'est intéressant pour nous, pour piloter les questions de prévention et de lutte contre la pauvreté, de pouvoir connaître la typologie des jeunes que vous accompagnez, ce sur quoi ils se questionnent. Hein. J'ai vu votre sondage, le sondage que vous lancez via votre question. C'est absolument intéressant pour nous d'avoir ce type de données. Je trouve, à l'exercice de la fonction qui est la mienne, qu'on est souvent sur ces questions un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette culture des suivis de cohortes, cette culture de la connaissance fine des publics, parce que jeune, ça ne veut rien dire. En fait, hein, jeune, évidemment qu'on sait que la jeunesse n'est pas homogène et que les attentes et les besoins sont différents. Et y compris d'ailleurs jeune, c'est finalement une période assez longue,
pas assez à mon avis, mais assez longue, qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins à tel âge ou à tel autre. Donc tout ce que vous pouvez vous constater et nous donner sont précieux pour le pilotage, en tout cas au niveau de l'État. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Après, la visibilité et la lisibilité, c'est aussi quelque part le résultat de vos savoir-faire, de la façon dont vous vous êtes inscrit dans cette relation de confiance, cette plus-value que vous pouvez apporter aux jeunes. Finalement, c'est aussi la réputation. C'est-à-dire, oui, vous êtes efficace, donc oui, vous êtes visible. Et dans ce cadre-là, vous devenez une référence en matière d'accompagnement des jeunes, et je pense que c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on est finalement un acteur incontournable du sujet. Et c'est pour ça que, évidemment, je rejoins ce que disait Pauline et je l'avais évoqué dans mon premier propos, tout ce qui concerne la mesure d'impact, c'est-à-dire être capable de dire qu'est-ce que mon action a véritablement réussi à faire changer dans le destin presque de la personne que j'ai accueillie un jour et que j'ai accompagnée vers autre chose. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une bataille un peu culturelle, hein, et il faut que vous y contribuiez. Je suis sûre que vous avez ça à l'esprit. Et là-dessus, on sera, nous, à vos côtés, y compris, on est en train de travailler à la délégation pour outiller. Hein, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le parcours d'une personne qui est sortie de la pauvreté? C'est toujours difficile à dire. D'abord, c'est multifactoriel. Il y a une part, parfois même, de choses, je déteste dire ça, mais de chance, d'opportunités qui ont été saisies à un moment donné ou pas. Bref, mais il faut qu'on progresse là-dessus. Après, moi, j'avais aussi, en parlant de lisibilité, je crois qu'on a un enjeu particulier que je n'ai pas mentionné tout à l'heure dans ma première intervention, et je le regrette parce que pour moi, c'est important. C'est tout ce que nous devons faire en ruralité. Pour le coup, j'avais parlé tout à l'heure de trous dans la raquette, mais là, c'est pas un trou, c'est qu'il n'y a même pas la raquette, je pense. La question des difficultés dans le monde rural, et en particulier pour les jeunes, c'est-à-dire qui cumulent à la fois les mêmes difficultés liées à la jeunesse qu'on peut avoir ailleurs, bien sûr, mais tout ça dans un isolement, dans une raréfaction de l'offre, dans une difficulté à pouvoir se rendre mobile pour accéder à ce qui pourrait leur être proposé. Bref, là, nous avons un vrai enjeu, y compris d'ailleurs dans la cohésion nationale. Hein, on voit bien que nos concitoyens nous envoient des messages qu'on n'aime pas forcément recevoir, mais qui, quelque part, nous disent quand même que ce sujet-là est particulier. Il n'est pas seulement pour les jeunes, hein, mais voilà. Donc, pour se rendre visible et lisible, il faut aussi se donner des objectifs un peu précis. Et moi, j'aurais envie de vous dire, celui de la ruralité est important. Merci. Et on en arrive à notre dernière question. Donc, je parlais tout à l'heure de cette dimension interministérielle. Donc, vous l'avez évoqué déjà chacune. Comment est-ce qu'on s'assure du coup que les acteurs publics au sens large, donc l'administration, l'État, les collectivités, se coordonnent bien au service d'une politique publique? Parce que souvent, on utilise ça au pluriel. On parle des politiques publiques. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir une politique publique cohérente en matière de cohésion sociale et spécifiquement pour nous sur la jeunesse et la famille? Donc là, Madame Rubinstein, vous voulez nous partager, je crois, 2 outils notamment que vous... Alors, vous dire que c'est un peu le cœur de notre action, c'est ce qui nous prend presque, qui nous mobilise presque le plus, c'est-à-dire toute cette
ingénierie. Tout à l'heure, je disais, nous avons des dispositifs à la fois de l'État, enfin une construction administrative qui est quand même extrêmement à la fois verticale et en silo. Et évidemment, sur tous les sujets transverses, c'est-à-dire sur tous les sujets qui font appel à une multiplicité de besoins, eh bien, c'est pas si facile que ça. Et je pense que ça fait partie des facteurs de, peut-être pas d'échec, mais en tout cas de non-efficacité complète des dispositifs qu'on met en place. Donc l'ingénierie, ça nous occupe beaucoup de temps, à la fois interne à l'État, l'État et ses opérateurs, l'État et les collectivités, puisque vous savez qu'une partie a quand même été, par la loi, donnée aux collectivités locales. Il y a l'État qui confie aussi à des associations, quelque part, ce n'est pas des délégations de services publics, mais quand même, on n'en est pas très très loin. Et tout ça rend à la fois, je le disais au tout début, à la fois absolument nécessaire de coordonner. Donc nous, on s'est un peu penché sur la question. Il y a, l'État le sait que c'est difficile, hein, sinon d'abord il n'y aurait pas des délégations interministérielles, donc c'est le job de travailler à cette fluidité entre les acteurs. Et puis évidemment, il nous faut trouver les espaces pour que chacun puisse se dire, avec mon expertise, avec mon savoir-faire, avec mes ressources, comment je me positionne en complément des autres, en prolongement, en amont, en aval, pour que la personne, au centre quand même de ces politiques publiques, soit, elle, préservée de cette espèce d'errance ou de concurrence entre les acteurs qui, finalement, à la fin, la perd. Donc nous avons deux dispositifs qui sont complémentaires, évidemment. Les contrats locaux des solidarités. Les contrats locaux des solidarités, c'est une contractualisation entre l'État et les départements et les métropoles à parité financière, hein, quand l'État met 100, le département s'engage à mettre 100, sur des actions liées à la prévention et la lutte contre la pauvreté. Et ça a été contractualisé dans 97 départements, donc c'est plutôt pas mal, sur l'ensemble, et 22 métropoles qui ont souhaité conclure des contrats locaux avec l'État. Et ça représente pour cette année quand même un total de près de 190 millions qui ont été préservés dans le cadre des arbitrages budgétaires et pour lequel nous nous battons pour qu'ils restent préservés dans les prochaines échéances de discussion budgétaire. Nous avons aussi les pactes locaux des solidarités. Et là, peut-être une petite adresse particulière à vous ce matin. Donc les pactes locaux, c'est une dynamique qui est récente, qui a commencé, on va dire, au printemps dernier. Qui n'a pas complètement... on aurait préféré qu'il soit inscrit de façon plus longue, mais les échéances, y compris électorales, les périodes de réserve, enfin bref, ont un peu freiné le dispositif, mais il y a urgence à s'inscrire dans cette démarche à l'échelle de chaque département, l'ensemble des forces vives. Alors, forces vives, pour moi, c'est l'État, ses opérateurs, les collectivités locales, les associations, le monde économique. Ne pas oublier que le monde économique a des choses à faire et est plutôt prêt. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau, plutôt prêt à s'engager sur ces questions d'insertion, sur ces questions y compris même sur des sujets dans lesquels les entreprises étaient absolument absentes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont quelque chose à faire en matière de repérage dans les entreprises. Bref, il y a tout un terrain, c'est pas l'objet ce matin, mais tout un terrain que nous travaillons avec le monde économique. Et ces pactes des solidarités doivent permettre de faire émerger par département une ou deux priorités.
on a une petite difficulté en matière de lutte contre la pauvreté, quand même, c'est l'éparpillement. Il y a tellement de besoins et finalement tellement d'acteurs qu'on a tendance un petit peu à éparpiller les financements, à multiplier les dispositifs, ce qui d'ailleurs renvoie à la question précédente, impacte quand même la lisibilité. Et donc là, nous, on a choisi d'être modeste, de se focaliser sur une ou deux priorités décidées ensemble par l'ensemble de ces forces à l'échelle des départements, sur la base d'un diagnostic qui a été fait en début d'année 2024, fin d'année 2023 par département, en se disant, voilà, nous, chez nous, la priorité, ce sont les jeunes. Je donne un exemple. Pas complètement au hasard, ce sont les jeunes et à l'échelle de notre département, c'est spécifiquement les jeunes dans ce bassin de vie ou dans cet espace, cette communauté d'agglo ou cette intercommunalité, parce que là, on a un vrai souci. Et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble en additionnant, encore une fois, nos ressources, nos savoir-faire, notre position sur le sujet qui va nous permettre d'être plus efficaces et d'être ensemble, de monter une action dont on détermine d'emblée au moment de l'action, au moment du démarrage, qu'est-ce qu'on va mesurer et comment on va suivre l'évolution du public qu'on cherche à cibler. Donc ces pactes locaux, c'est en ce moment. N'hésitez pas au niveau local à rentrer en contact avec les commissaires de la lutte contre la pauvreté. Si vous ne les connaissez pas ou si vous avez du mal, il faut absolument qu'on le sache parce que ça ne serait pas normal. Donc on compte sur vous pour nous faire ce reporting-là. Oui, on avait partagé les coordonnées, mais ouais. Si jamais il y a besoin, vous revenez vers nous. S'il y a besoin, on est là. Et je pense que ce sont des dispositifs qui sont plutôt efficaces et qui interviennent évidemment sur l'ensemble des axes du pacte des solidarités. Et vous êtes tout à fait dans le thème. Merci. Je voulais rebondir sur... vous parliez au début, avant de nous présenter là, les deux outils, de trouver des espaces justement entre les différents dispositifs. Ça fait écho à un échange qu'on a eu hier et que je voulais vous partager avec les administrateurs et les délégués. C'est une image qui est assez parlante. Donc on a dit, voilà, il y a différents dispositifs qui existent, qui sont des dispositifs généralement plutôt institutionnalisés, donc plutôt solides, et les PAEJ ont plutôt tendance à être liquides et à venir se loger dans les espaces qui restent libres. Et ça rejoint aussi le point de la ruralité que vous évoquez, parce qu'on sait que la ruralité, il ne s'agit pas juste de dire on va prendre les missions d'accueil et d'écoute qu'on fait dans la ville, et puis on va aller dans la ruralité. C'est pas simple, il faut tout un engrenage aussi, les liens territoriaux ne sont pas les mêmes avec les acteurs. Il y a toute la dimension de déplacement des professionnels. Donc cette image-là, elle est assez parlante de PAEJ liquide qui rentre un petit peu là où il y a de l'espace et qui s'adapte aussi à l'environnement. Moi, je dirais juste, excusez-moi de reprendre la parole, je dirais juste que je ne sais pas si c'est liquide ou solide, mais c'est qu'il est nécessaire d'avoir à la fois de l'imagination et de la créativité. Voilà. Et en même temps, de pouvoir faire de la dentelle, et effectivement, aller en complément à tel endroit, aller en majeur à tel autre, parce qu'il n'y a pas d'autres acteurs. Donc, de la créativité, de l'imagination et de la dentelle, c'est, je pense, qui permettra de répondre presque intimement aux problèmes de chacun des personnes qu'on essaie de suivre. Merci. Je redonne la parole à Madame Choquer-Marchand. Donc, la même question de comment est-ce qu'on s'assure d'une politique nationale cohérente. Et donc, vous vouliez nous faire un point d'étape, puisque l'an passé, cette journée, on avait abordé le souhait des 3 institutions de relancer un COPIL national qui existait du temps du pilotage des GCS. Et donc, vous voulez nous faire un point d'étape là-dessus, puisque vous vous êtes rencontrés depuis. Oui. Alors, je me permettrai de
d'élargir un peu le propos, parce que là aussi, je pense qu'il y a effectivement, et c'est important, ce qu'on peut faire au plan national, et puis il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire ensuite au plan local, et ces deux échelles-là, elles sont indispensables. Donc effectivement, au plan national, d'une part, voilà, tout le travail qu'on a mené sur l'identification du référentiel, ça a été un travail en concertation, hein, donc ça s'est fait avec l'ensemble des acteurs, à la fois ceux qu'on représente et puis aussi d'autres qui ne sont pas à la tribune, mais qui ont travaillé sur le sujet. C'est une étape importante. Maintenant, on a convenu que l'enjeu, c'était de porter cet acquis, hein, cette construction auprès de l'ensemble des interlocuteurs pour que ce référentiel soit connu, que le rôle des PAEJ soit identifié, et peut-être par rapport à voilà, le propos entre le solide et le liquide, finalement, l'enjeu, à mon sens, c'est de faire en sorte qu'il y ait une base solide pour tous les PAEJ, c'est le référentiel, et puis après, il y a tous les éléments d'adaptation qui sont nécessaires et qui peuvent être financés, y compris par les CAF, sur d'autres dispositifs. Et donc, clairement, l'approche de la Caisse nationale et de la branche famille, c'est pas de dire le référentiel, rien que le référentiel. C'est le référentiel, oui, et plus si nécessaire. Et les formats de vos projets, ils doivent être différents parce qu'ils doivent être adaptés au niveau des territoires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont être appréciés par les conseils d'administration des CAF. Donc l'idée, c'est vraiment pas de dire, voilà, on veut voir qu'un seul modèle et on veut pas vous fossiliser. Si je pousse le trait un peu loin, non, il faut garder cette plasticité, mais sur une base qui est solide et qui justement fait que votre action, elle peut s'inscrire dans le temps et être lisible. Donc je pense, voilà, faut pas opposer l'un à l'autre, et il faut aussi défendre ce référentiel. Donc voilà, on a convenu qu'on allait y travailler ensemble, qu'on allait le porter à connaissance des autres interlocuteurs. Et clairement, donc vous citiez voilà, le sujet autour des ARS, les questions qui sont posées sur les maisons des adolescents. Ça, c'est des travaux qui sont devant nous et sur lesquels, ensemble, je pense que voilà, les collègues acquiescent, donc je peux me lancer. On souhaite, nous, porter l'action des PAEJ et leur reconnaissance. On souhaite aussi faciliter la mise en réseau, et c'est le sens de la participation de l'ANPAEJ à nos comités partenariaux autour de la jeunesse. Vous avez déjà des partenariats avec des tas d'autres têtes de réseau, mais l'idée, c'est aussi voilà, qu'on ait ces espaces de réflexion partagés pour là aussi contribuer à bien identifier les complémentarités, à aider les réseaux à se repérer. Donc ça, on va continuer à le faire. Du côté CNAF, on est aussi en charge de piloter le réseau des CAF et donc de veiller aussi à ce que le déploiement opérationnel se fasse, alors là aussi en tenant compte des réalités territoriales, mais avec un certain nombre de fondamentaux partagés. Donc dans ce cadre-là, suite à la publication du référentiel, on a eu un temps de travail sur la mécanique administrative qui va permettre de transformer vos financements historiques en prestations de services. Donc c'est vrai que c'est un peu long, hein, on en a conscience. Et donc c'est à partir de cet été que les CAF ont été en situation de pouvoir revenir vers vous pour les conventions. Vraiment remonter-les rapidement signées pour que derrière on paye les acomptes. Et là aussi, on a bien resensibilisé, je vois les collègues de CAF qui confirment, on a bien sensibilisé tout le monde sur le fait qu'il faut prioriser les paiements pour que vous n'ayez pas de problème de trésorerie sur 2024. Donc voilà, on a conscience que les choses sont, le temps est maintenant assez court d'ici la fin de l'année, et en tout cas on a clairement priorisé cet élément-là auprès des caisses. Et puis comme le disait Pauline, nous aussi on aura à cœur de donner à voir ce que vous faites. Et donc voilà, vous le savez, les CAF, on demande pas mal de reporting à tous les acteurs qu'on finance. C'est pas juste pour vous enquiquiner, on en fait vraiment quelque chose. On en fait quelque chose pour nous positionner, mais aussi pour mobiliser les autres acteurs. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi un enjeu important pour nous de faire en sorte que, notamment les ARS, soient en dialogue avec les CAF sur le sujet. Donc voilà déjà un programme de travail assez copieux au plan national. Au plan local, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des instances qui existent, qui marchent. C'est les SDSF, les schémas départementaux des services aux familles, c'est les conventions territoriales globales que les CAF ont signées avec les collectivités. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, dans ce cadre-là que ça sera pertinent et efficace
de positionner la question du soutien au PAEJ. Là-dedans, il y a de la matière déjà faite en termes de diagnostic. Donc on est en capacité, et c'est des diagnostics qui sont partagés avec le département, avec les collectivités, avec les autres organismes de sécurité sociale. Donc on est capable d'inscrire aussi les PAEJ sur cette base-là. Donc c'est une matière que les CAF doivent vous partager, de la même manière qu'on aura aussi à cœur d'essaimer des pratiques intéressantes de dialogue partenarial. On en parlait tout à l'heure. Moi, je viens d'un département où on avait un copil conjoint CAF-ARS, PAEJ, Maison des adolescents. Zina me confirme que ça existe toujours. Voilà, je veux dire ça, c'est une bonne pratique, ça marche bien, on se cause, on est capable de travailler des complémentarités très opérationnelles. Charge à nous aussi de le faire connaître. Il y a des collègues dans d'autres régions qui se sont organisés différemment. Là aussi, l'idée, c'est pas de se dire il faut faire partout pareil, ça n'a pas de sens. Les partenariats, ils ne marchent pas tous de la même manière. Mais par contre, utilisons les espaces, les dynamiques qui existent déjà pour vous inscrire. Et franchement, voilà, les caisses, elles ont cette pratique-là. Et elles peuvent vraiment vous aider à vous positionner. Et en tout cas, voilà, on sera très, très porteur et très décidé à le faire dans le cadre aussi des échanges qu'on a avec les commissaires à la pauvreté, que les caisses connaissent très bien. Donc c'est vraiment par cette pratique déjà très implantée du dialogue partenarial que je pense on va pouvoir aussi avancer à vos côtés et aider à la consolidation de votre action. En tout cas, voilà, le réseau des CAF sera très mobilisé, il est déjà, n'en doutez vraiment pas. Peut-être Pauline, tu veux compléter ? Oui, peut-être compléter un tout petit peu sur le pilotage au national et vraiment notre feuille de route un peu pour l'année à venir. On a été mettons les plaies dans le plat, on a été très vite alerté sur des risques de désengagement sur certains territoires. C'est une préoccupation qui est remontée au plus haut niveau et sur lequel on travaille. Je crois que en tout cas une des priorités qu'on veut se donner dans cette instance un peu de pilotage national qui doit regrouper un certain nombre de compétences, de la DGS, mais aussi la DGOS, le SGMAS, globalement la direction qui va être plus en lien avec le réseau des ARS. Je crois que... L'éducation nationale, absolument. Je crois qu'on a besoin aussi qu'entre tous ces partenaires, on soit en capacité, et notamment sur le sujet des maisons des adolescents, et d'ailleurs dans le référentiel, on a cette bascule, les PAEJ, c'est par rapport aux maisons des adolescents, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc on sent que à la racine, on a un sujet d'articulation entre ces deux réseaux. Et donc, notre objectif, c'est d'essayer de construire un peu une doctrine nationale, des orientations nationales qui permettraient de soutenir mieux ces collaborations locales que vient d'évoquer Gaëlle. Vous avez l'exemple que tu viens de donner. On sait qu'en Bretagne aussi, il y a des choses très intéressantes et historiquement très installées de partenariat. Donc vraiment, je crois que l'objectif, c'est qu'on se mette vraiment autour de la table pour construire cette doctrine un peu nationale, pour être très clair sur les complémentarités territoriales. Je l'ai dit tout à l'heure, mais une des spécificités de votre réseau, c'est ce maillage de points de contact qui fait de vous des acteurs d'hyper proximité. Les maisons des adolescents sont sans doute des endroits où il y a plus de TP, plus gros, mais sans doute moins disséminés sur le territoire. Alors vous, à l'inverse, vous êtes peut-être plus petits, mais vous avez cette agilité territoriale. Donc je crois qu'on a un vrai sujet sur les complémentarités territoriales entre ces deux réseaux. On a un vrai sujet de partage de connaissances pour faire mieux interagir le volet sanitaire, le volet social, l'accompagnement à la parentalité. Et puis évidemment, on a bien entendu ce vrai sujet d'articulation de l'accompagnement financier. Pour avoir été à la CNAF, je sais que les CAF soutiennent aussi
des maisons des adolescents, donc ont cette visibilité. Et donc voilà, le sujet de l'articulation financière pour les ARS entre soutenir, poursuivre le soutien au réseau des PAEJ parce que finalement c'est très complémentaire et il y a un intérêt en termes de maillage territorial, de parcours du jeune, puisque effectivement c'est pas exactement la même action entre la maison des adolescents et le PAEJ. Donc voilà, donc je pense qu'on a un vrai sujet de rendre visible cette complémentarité financière, d'expertise territoriale pour être dans... première chose que j'ai dit, c'est prévenir les ruptures de parcours. Et donc, c'est par ce maillage qu'on y parviendra. Donc voilà, donc une volonté assez forte sur cette année de construire un peu cette doctrine nationale qui serait un support à toutes ces initiatives locales et à cet essaimage des initiatives locales dont Gaëlle a parlé. Merci. Je ne sais pas si Marc... non, vous ne voulez pas réagir. Bon. Et donc, merci beaucoup pour ces échanges. Ce que je retiens, c'est les besoins, vous l'avez assez bien résumé là tout de suite, les besoins de clarifier les différents dispositifs, d'échanger entre nous via différentes instances déjà existantes dont on peut s'emparer. On a parlé des SDSF, des CTG. On a parlé d'interlocuteurs spécifiques comme les commissaires pauvreté. On a donc effectivement la grande liste des financeurs existants ou potentiels des PAEJ aussi, des partenaires. Selon les régions, c'est différent. Donc d'essayer de s'inspirer de ce qui existe tout en ayant bien dit, et vous l'avez dit justement, qu'on ne peut pas dupliquer les choses tout simplement. Donc qu'il faut, en revanche, ça n'empêche pas de s'inspirer de ce qui existe et de ce qui fonctionne. C'est la dimension de l'expérience, ça aussi on en a parlé hier, plus que de l'expertise d'ailleurs, mais on ne va pas rentrer dans la sémantique. Donc voilà, c'est important d'entendre ce que vos trois institutions nous dites là, c'est-à-dire le soutien qui est présent, qui va se poursuivre aussi à l'avenir, et le lien que vous avez, vous, en tant que aussi, vous êtes aussi des têtes de réseau national, un peu comme nous. Donc, de voir comment tout cela va ensuite aller jusqu'aux acteurs de terrain également et les collectivités. Donc merci. On a un petit temps pour des échanges et des questions si vous en avez dans la salle. Donc si c'est le cas, eh bien levez la main puis on va faire passer des micros avec Élise qui veut bien m'aider. Tu peux en prendre un là si tu veux. Est-ce que vous avez soit des questions, des réactions par rapport à ce qui a été dit ? Oui, je vois là-bas. Bonjour, donc je m'appelle Diane Lindecker, je suis directrice du planning familial 84 qui porte un PAEJ. C'est un peu particulier comme dispositif et je voudrais juste vous faire état de notre expérience par rapport au pacte local des solidarités, donc anciennement Alliance locale des solidarités, qui était des financements donnés aux structures qui portaient des projets. Quand on est revenu de la journée nationale des PAEJ de l'année dernière, on a eu la chance de rencontrer la commissaire régionale en PACA qui s'est déplacée en Vaucluse sur notre sollicitation, sur une réunion organisée où on a associé le conseil du département. Suite à cette rencontre, on a identifié que donc les financements du pacte local des solidarités, sauf erreur de ma part, étaient directement versés au conseil du département et qu'il fallait s'inscrire dans des projets auprès du conseil du département. Sauf que le conseil du département avait déjà bouclé ces projets dans le cadre du schéma départemental enfance-famille, auquel on nous a invités à participer cette année. Mais voilà, donc c'était un peu impossible d'intégrer ces dispositifs-là et on a eu l'impression que tout était joué d'avance. Voilà. Alors, je vais répondre. Je pense qu'il y a une petite confusion en fait. Je vous ai dit 2 dispositifs contrat local des solidarités. C'est donc ce que vous évoquez dans un partenariat entre l'État et le département. Où là, peut-être, effectivement, c'était un petit peu
trop tard, je ne sais pas. Mais ce qui a remplacé les alliances locales dont vous parlez, ce sont les pactes locaux des solidarités, ce que j'ai développé dans un deuxième temps tout à l'heure, qui est l'occasion de définir 2 priorités par département, de les localiser précisément en tel ou tel endroit. Et ça, rien n'est fait puisque la construction se fait en ce moment. Donc je vous invite vraiment à joindre à nouveau Yolande Askenazi, la commissaire à la lutte contre la pauvreté chez vous, pour voir dans quelle mesure c'est encore possible. Mais voilà, c'est 2 choses différentes. Et donc 2 sources de crédit différentes. J'entends bien ce que vous dites. Et on s'est vraiment inscrit dans la démarche du pacte local des solidarités. Et on a compris que les financements du pacte étaient déjà alloués au conseil du département sur... Non, excusez-moi. Il y a une confusion. Il y a les financements qui relèvent de la contractualisation. Donc ça, effectivement, c'est déjà fini. Et puis, il y a une autre source de financement pour les pactes locaux des solidarités. Ce sont 2 dispositifs différents avec 2 financements différents. Il y en a un qui est effectivement bouclé puisque les conseils départementaux ont déjà réuni leur assemblée générale, ont déjà engagé cette démarche. Ça a duré tout le long de l'année 2024. En revanche, les pactes locaux, c'est une démarche qui débute ou qui est en cours. Voilà, donc... Non, c'est vraiment 2 choses différentes. Et là, il n'y a pas le département en leader de quoi que ce soit. C'est un ensemble d'acteurs, ce que j'ai appelé tout à l'heure les forces vives. Donc vraiment, joignez très vite la commissaire à la lutte contre la pauvreté pour voir avec elle, est-ce qu'il y a des départements qui ont fait émerger la thématique des jeunes comme une priorité dans lesquels vous pouvez éventuellement vous inscrire. Évidemment, ce n'est pas garanti. Il y a des endroits où on ne choisira pas les jeunes parce qu'on imaginera qu'en complément du droit commun, en complément justement des contractualisations avec les départements, c'est plutôt sur les personnes âgées qu'il faut mettre le paquet ou plutôt sur les familles monoparentales. Ça, ce n'est pas d'ici que nous le décidons. Donc, je ne peux pas vous garantir que chez vous, précisément, ça sera les jeunes qui seront la thématique, la priorité choisie. Merci. Y a-t-il une autre question? Oui. Oui, bonjour, Clément Chauvel, directeur d'Opélia Essonne. Je voulais aller dans le même sens que la personne qui vient de prendre la parole. Moi, j'ai l'impression de revivre la même journée que l'année dernière où la CAF, la DGCS et la délégation interministérielle viennent nous dire « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, tout est sous contrôle. Il y a plein d'opportunités de crédit et les CAF seront à la manœuvre pour venir vous aider à trouver des cofinancements. » En l'occurrence, nous, on a eu la réponse là pour tous les PAEJ de notre département. C'est moins 1/3 de notre subvention qui tombe. Et quand on nous dit les CAF sont déjà allés soi-disant voir les autres partenaires locaux, on nous dit il n'y a pas de sujet circulé, il n'y a rien à voir, donc on a très peu d'espoir d'avoir une augmentation ni même un maintien en fait de notre subvention au niveau actuel. Les pactes et les alliances, on nous a déjà fait le coup l'année dernière. Vous savez très bien que les pactes sont beaucoup moins dotés que les contrats. Voilà. En l'occurrence, nous, c'est rentré dans le contrat du département, mais ce sera le département qui va toucher et nous, ce ne sera pas 1 euro de plus. Et pour les alliances, c'est infiniment moins bien doté. Donc moi, ce que je voulais savoir, on nous avait dit l'année dernière qu'il y aurait aussi un effort qui serait fait pour les PAEJ dotés de moins de 2 ETP. Où est-ce que ça en est, premièrement? Et deuxièmement, si jamais, contrairement à ce qu'on... Parce que la CAF était venue nous dire l'année dernière que pas un PAEJ ne serait perdant dans la réforme et dans la nouvelle équation financière qui nous serait proposée, c'est faux. En tout cas, chez nous, c'est faux. Donc est-ce que pour les PAEJ qui resteront en difficulté, une fois que toutes les sources alternatives de financement auront été épuisées, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera fait ou est-ce qu'on doit d'ores et déjà anticiper qu'on va devoir fonctionner avec 1/3 de budget en moins? Merci. Oui, j'ai laissé la parole à Madame Choquer-Marchand. Vous mettez le doigt sur des éléments. Alors, on en échange régulièrement avec la CNAF. On fait remonter ces éléments-là d'inquiétude, même d'inquiétude, parfois le mot est un peu faible, de certaines structures porteuses sur le côté sombre, si je peux dire ça comme ça, de cette arrivée au sein de la CAF, c'est que certains autres cofinanceurs répondent clairement, maintenant c'est la CAF, donc moi je vais un petit peu me désengager, un petit peu ou beaucoup, ou même complètement stopper les cofinancements. Donc on a bien entendu votre discours sur la capacité des CAF à mobiliser, mais visiblement, sur tous les territoires, c'est pas si évident que ça.
Alors, j'ai pas le sentiment qu'on ait cherché à enjoliver les choses. Après, on peut être optimiste et avoir envie de porter le soutien au PAEJ sans nier un certain nombre de difficultés et dont on a parfaitement conscience. Derrière, effectivement, vous le rappeliez, la réalité du soutien historique au PAEJ était extrêmement hétérogène d'un territoire à l'autre. Côté branche famille, nous, on considère que lorsque une même activité existe, elle doit bénéficier du même soutien de la part de la CAF. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la prestation de service. Donc, pour une majorité de PAEJ, ça ouvre plutôt des possibilités d'accompagnement supplémentaires. Ce n'est pas vrai pour tous. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que les CAF et la tête de réseau qu'est la CNAF, on a bien conscience de l'enjeu qu'il va falloir déployer pour accompagner les structures qui étaient quasiment exclusivement financées historiquement par l'État et donc ensuite par les CAF pour trouver d'autres financeurs. Bien évidemment que ça va être quelque chose de difficile à obtenir parce que historiquement, les autres financeurs vont dire écoutez, vous l'avez fait jusqu'à présent, pourquoi vous changez de pied? C'était très bien comme ça. Et donc, c'est là-dessus où il va falloir porter ensemble un discours de conviction. Et il n'est pas gagné. Et le contexte des finances publiques est pas aidant. Donc ça, il faut vraiment qu'on en ait conscience. Et je pense que il ne faut pas se renvoyer la balle, ça ne fera pas avancer les choses. Il faut y aller de concert. Et dans ce cadre-là, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis en place la prestation de service du jour au lendemain. Ce qui veut dire que ceux qui vont bénéficier in fine de la prestation de service, on leur demande de facto de patienter un peu pour laisser le temps à ceux qui ne vont pas être spontanément gagnants de pouvoir avoir le temps de se retourner. Et on a mis en place le fonds d'accompagnement. Donc c'est vrai que derrière, vous voyez, il y a une forme d'effort collectif qui est à mener. C'est pas gagné, c'est pas simple. Par contre, oui, on est décidé à le porter. Et tous les interlocuteurs sur les territoires savent que la CAF, c'est du cofinancement. Et d'ailleurs, c'est aussi des interlocuteurs qui comptent sur les CAF pour financer leurs propres actions. Je pense notamment aux collectivités territoriales. Donc, qu'il y ait à un moment donné un jeu d'acteurs qui vise à dire « Ah ben maintenant, c'est les CAF qui ont repris, entre guillemets, qui se débrouillent avec les PAEJ », personne n'est dupe. Et donc derrière, il y a un travail de conviction à mener ensemble pour faire bouger les lignes. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas un acteur sur le territoire qui a un budget qu'il n'utilise pas à 100%. Donc derrière, c'est faire des choix et donc c'est faire comprendre ensemble l'intérêt de votre travail et la complémentarité que ça va avoir sur le territoire. Donc oui, je veux dire, il y a une période de risque, faut pas le nier, on en a conscience. Par contre, on est du même côté. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important à avoir en tête. Moi, je voudrais, pardon, excuse-moi Pauline, je voudrais vous dire qu'effectivement, il ne s'agit pas pour nous ici de nier les difficultés budgétaires dans lesquelles nous sommes. D'abord, vous êtes aussi informés et vous savez bien qu'on n'est pas dans une période d'opulence budgétaire et que nous sommes dans des situations d'arbitrage permanent et de devoir défendre les dispositifs que nous soutenons. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que nous faisons ce travail de conviction aussi bien auprès de Bercy qu'auprès, en ce qui me concerne, de Bercy et auprès de Matignon, pour que les dispositifs que nous soutenons soient préservés dans les arbitrages budgétaires. Pour l'instant, ça a été le cas. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que le PLF et le PLFSS nous réservent, mais pour l'instant, ça a été le cas. Quand vous dites, monsieur, que je comprends l'impression que ça peut donner, que quand l'État contractualise avec les départements, il donne aux départements et que du coup, ça échappe aux structures ou aux associations. Ce n'est pas le cas. On ne finance pas les départements dans leur dotation. Ça, c'est autre chose. On les finance pour des actions. Et parfois, ces actions sont portées par des associations qui ne sont pas directement subventionnées, mais qui sont aidées par cette contractualisation pour mener son action. Donc voilà, je voulais quand même le dire, on ne finance pas le département, on finance des actions.
en donnant de l'argent aux départements pour qu'elles soutiennent ces actions. Ça, c'est une première chose. Et quant au crédit des pactes locaux, ceux qui ont remplacé les alliances, c'était connu de tous que ces crédits-là étaient tout à fait éphémères et particuliers sur l'année 2023. Et qu'il y avait absolument, pour le coup on le savait, ça n'a pas grand-chose à voir avec les arbitrages budgétaires douloureux qui ont été faits cette année ou qui vont être faits cette année. Ça n'a rien à voir, c'était juste que c'était des crédits qui restaient d'un début de contractualisation qui n'avait pas complètement abouti en 2023. Et donc on a injecté auprès des associations. En revanche, sur les crédits de ces pactes locaux des solidarités, vous dites c'est très faible. L'idée là encore, c'est que la part État la part de ces pactes liés à l'État, c'est un levier, mais qu'il faut aller aussi chercher des ressources avec d'autres partenaires que j'ai cités tout à l'heure, collectivités, éventuellement monde économique ou autres, pour que ces actions aboutissent. Voilà. Maintenant, moi, j'ai coutume de dire, en pillant un peu le vocabulaire des associations, que mon métier, c'est aussi de faire du plaidoyer. Et évidemment, ce plaidoyer, nous le faisons, et en particulier pour les dispositifs auxquels nous tenons, auxquels nous croyons et qui font leurs preuves, et vous en faites partie. Sinon, je n'interviendrai pas devant vous ce matin. Donc, comptez sur nous pour faire entendre cette voix à l'endroit où il faut et au moment où il faut la faire entendre. Peut-être. Non, mais peut-être compléter un tout petit peu. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le virage et le pari qu'on a pris de dire on confie le pilotage à un réseau qui est très installé territorialement, et je pense que collectivement, on a pensé que c'était stratégiquement intéressant pour le réseau des PAEJ. Voilà, mais la contrepartie de cette montée en lisibilité, en visibilité, en accompagnement, c'est effectivement améliorer la lisibilité du dispositif, c'est aussi améliorer la lisibilité de son financement. Et donc, on est quand même arrivé devant une situation avec un niveau d'hétérogénéité qu'on n'arrivait pas à expliquer à la direction du budget. C'est-à-dire que quand on est arrivé pour négocier la COG, pas celle-là, celle d'avant, il voit quand il regarde le truc, parfois 100%, parfois 20%, parfois... On n'est pas crédible quand on essaye de défendre un réseau qui est dans ce niveau d'hétérogénéité. Donc, je pense qu'effectivement, c'est compliqué, ça va prendre du temps, parce que c'est de l'humain derrière. Hein, voilà, c'est des gens, c'est des postes, c'est des jeunes que vous accompagnez. Donc évidemment, les transitions sont longues. Hein, c'est pas comme quand la CAF, fait une évolution dans le barème des allocations familiales. Ça, c'est rapide. Ça va dans un SI et puis c'est fini. Là, effectivement, c'est des transitions longues, celle de l'action sociale, celle de l'humain. Mais il n'empêche que je reste convaincue que le jeu en vaut la chandelle et que on fait monter en visibilité, en crédibilité votre réseau. En faisant cet accompagnement autour de la base du référentiel, de l'assainissement, des modalités de financement. Voilà. Mais effectivement, ça suppose un effort collectif, vous sur les territoires, et nous, on en prend toute notre responsabilité au niveau national de maintenir la cohésion en interministériel pour maintenir les financements des autres cofinanceurs et, je le rappelle, notre attention toute particulière auprès du réseau des ARS. Merci. Et on parlait tout à l'heure de la diversité des structures, PAEJ, des porteurs. Il y a aussi ça. Alors, je sais que les CAF ont bien ça en tête, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est que on a des porteurs très petits, il y a moins de 2 ETP, des petites assos. Donc là aussi, l'accompagnement de la part des CAF, il va être différent de quand on accompagne une structure, une grosse asso qui a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de salariés parfois. Donc ça rejoint l'idée de la dentelle que vous mentionniez aussi tout à l'heure sur cette dimension de financement et d'accompagnement. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a. Oui. Oui. Là. Alors oui, ça y est, j'ai le micro.
Alors, désolée, je vous ai chopé le micro avant. Antonia Dandé du PAEJ, de l'association Épisode dans l'Hérault. Vous aviez évoqué tout à l'heure, je suis là. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'importance de l'évaluation. C'est un sujet dont nous avons discuté hier également lors de cette journée de travail. On n'a pas parlé que de nos difficultés de financement qui nous inquiètent vraiment énormément, mais on a aussi parlé de la nécessité de continuer à travailler et de valoriser ce qu'on fait. On est conscient et on a mis au travail des outils de description de l'activité, c'est PAEJ Stat. Ce n'est pas vraiment un outil d'évaluation, mais ça nous permet quand même de témoigner de ce qui est mis au travail. On a parlé de l'importance pour nous d'évaluer ce qu'on apporte aux jeunes, à condition de le faire en respectant les valeurs qui sont les nôtres, et notamment de ne pas instrumentaliser les jeunes dans les témoignages de ce qu'ils font, de pouvoir nous proposer des critères et des indicateurs d'évaluation qui nous ressemblent. On en reparlera cet après-midi. Et vous avez parlé d'évaluation de l'impact. De fait, on est concerné par l'évaluation de l'impact à condition qu'on ne nous mette pas là où on ne peut pas être. Vous l'avez justement dit, vous avez dit que l'évaluation de l'impact suppose de tenir compte de multiples facteurs. De fait, on ne peut pas, en tant que PAEJ, et encore moins quand on est 1 ou 2 équivalents temps plein dans un PAEJ, parvenir à porter ce type de dynamisme. Par contre, une alliance avec des universités, avec des structures qui font de la recherche, avec l'appui des ministères et des têtes de réseau nationaux que vous êtes, ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à structurer une évaluation et à témoigner auprès des politiques de l'impact de nos actions. Quand des hommes politiques nous disent le travail du PAEJ, à quoi sert-il? Parce que je vois toujours des jeunes qui traînent dans la rue le soir dans la ville où vous intervenez. Quelle réponse on peut leur apporter si ce n'est une réponse globale sur l'impact de nos actions? Donc c'est un enjeu majeur, mais il faut qu'on soit associé avec des porteurs plus gros que nous, dont l'université et la recherche. Est-ce que vous voulez réagir à ça? Entièrement d'accord avec cette intervention. Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que nous, on travaillait justement sur des outils, et vous avez raison que la mesure d'impact, c'est très difficile à bien cerner. Qu'est-ce qu'on évalue, en quoi on peut être certain que les actions qu'on a menées ont bien servi à ce à quoi elles étaient destinées. Et évidemment, ça ne peut pas se faire dans une relation, on va dire, injonctive, et qu'on a besoin d'être accompagné, y compris nous. On travaille justement avec des chercheurs, et qu'il faut être modeste, mais qu'en même temps, il faut absolument que ça rentre dans nos préoccupations communes. D'abord, vous l'avez dit en creux, il va falloir justifier de plus en plus la façon dont on utilise l'argent public. Il faut le justifier, pas seulement aux hommes et aux femmes politiques, mais aussi à nos concitoyens. Sinon, c'est le modèle social qui est le nôtre et qui est quand même assez précieux, en tout cas à mon sens, qui va être remis en cause. Donc on doit le justifier. Pour le justifier, il faut dire ce que votre contribution permet de faire, voilà, c'est ça. Et on est capable de dire que sur tant de jeunes qu'on a suivis, voilà, ça s'est amélioré pourtant, ça n'a pas marché pourtant. Bon, bref, quelque chose de beaucoup plus précis que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on cherche à faire avec la mesure d'impact qui est vraiment qualitative. Aujourd'hui, on a en plus besoin, outre de cette démonstration, on a aussi besoin, à mon sens, de cet outil de pilotage pour savoir si ce qu'on fait est pertinent ou pas. Est-ce que c'est le moment de réorienter? Est-ce que ce qu'on fait est valable pour l'ensemble en l'occurrence des jeunes que vous traitez, ou il faut faire des actions un petit peu plus orientées différemment? On a vraiment, moi j'ai été, juste petite anecdote, extrêmement surprise en faisant venir justement un chercheur qui en plus avait un prisme, qui avait participé à ça n'a rien à voir avec la jeunesse, mais qui avait participé au départ
à un dispositif qui a été mis en place en 2019. C'était Agnès Buzyn qui était à ce moment-là en charge de solidarité dans un département sur l'insertion des femmes en situation de famille monoparentale, l'insertion professionnelle. Ce chercheur, cet universitaire, faisait un travail intellectuel. Il n'était pas du tout mandaté par qui que ce soit pour justifier ou pas de la dépense. Mais il a suivi tout le parcours pendant 5 ans. Il en a fait sa thèse. Il était au départ dans un état d'esprit très soutenant par rapport à ce type de politique sociale. Et à la fin de sa thèse, et il est venu nous présenter, on était tous atterrés, il a démontré, en étant extrêmement triste de l'avoir démontré, que l'action qui avait été menée, pourtant exemplaire, n'avait permis pour aucune femme, la plus éloignée de l'emploi, de retrouver un emploi. Et qu'au contraire, ça avait finalement, pour certaines, il y avait un biais qui avait, pour certaines, été plutôt négatif. Voilà, il faut qu'on multiplie ce genre de choses pour ne pas se tromper. Ce modèle est trop précieux, cet argent est trop rare aujourd'hui. Et on le doit aussi aux personnes qu'on accueille. On se doit d'avoir des politiques efficaces et qu'on puisse démontrer qu'elles le soient. C'est aussi comme ça qu'on atteindra la crédibilité qui fera que ce qu'on fait sera préservé. Et je pense, oui, ce qui est dit là et que Anthony a mentionné, c'était le besoin aussi de nous consulter, nous les professionnels, pour définir les critères d'évaluation. Bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. Je vous remercie toutes les trois. On fait une pause. Et donc, comme je vous disais, on revient à 11h15 pour les ateliers. Merci.